Mes bien chers abonnés, pardonnez-moi car j'ai péché. Oui, j'ai péché, car en réalité, je vous le dis, j'ai pas fait une vidéo qui ne soit pas un jour et un fossile depuis super longtemps, ou un Paléo News. Ça fait des plombes que j'ai pas fait un débunkage et pénitence, ça fait des plombes qu'on n'a pas fait un véritable épisode d'Entracte Science. Donc voilà, il faut que je paye, il faut que je fasse pénitence, et quoi de mieux pour faire pénitence que de faire un truc, mais que j'ai vraiment pas du tout envie de faire. Et s'il y a vraiment un truc que j'ai pas du tout envie de faire, c'est une critique de Sur la Terre des dinosaures. Parce que vraiment, vous me l'avez demandé, hein, Sur la Terre des dinosaures, ça y a pas de souci. Vous me l'avez demandé, sauf que je j'avais pas envie de le faire parce que déjà c'est un effort de vulgarisation honnête et que j'aime pas critiquer les efforts de vulgarisation honnête. Hein. Au cas où vous l'auriez pas compris, débunkage et pénitence, c'est le rendez-vous de la mauvaise foi. Et bon, être de mauvaise foi avec des efforts de vulgarisation honnête, c'est quand même c'est pas sympa. Euh, il faut. Et puis aussi, voilà, la raison pour laquelle j'ai pas envie de faire Sur la Terre des dinosaures, c'est parce que j'aime pas les documentaires. Je supporte pas les documentaires, en particulier ceux qui parlent de paléontologie, parce que je sais qu'ils disent. C'est pas qu'ils disent de la merde, mais c'est juste que voilà, c'est la façon de le dire, quoi. Et particulièrement sur la Terre des dinosaures, quoi. Sur la Terre des dinosaures, c'est on vous balance un mélange de fiction et de faits, sans vous dire la distinction entre les deux, sans vous dire d'où sortent les théories, sans vous dire quoi que ce soit. Et en plus, Sur la Terre des dinosaures a ceci pour lui d'être un très vieux documentaire, en tout cas pour les standards d'aujourd'hui. Donc il a beaucoup d'informations qui sont plus du tout à jour, quoi. Donc voilà, je vois pas d'ordinaire, je ne vois pas l'intérêt de faire une critique constructive d'un effort déjà qui se veut honnête, et en plus de quelque chose qui est de relativement ancien, et donc qui aura forcément des informations qui ne seront pas à jour. Donc voilà pourquoi je ne voulais pas faire Sur la Terre des dinosaures, et voilà pourquoi Sur la Terre des dinosaures est parfait pour débunkage et pénitence. Parce que j'ai pas du tout envie de le faire, et que vous aimez me voir souffrir. Alors voilà, je vais me taper Sur la Terre des dinosaures. Magnifique reportage où on va se laisser bercer par la voix d'André Dussolier à travers les millions d'années. Donc voilà, là je le laisse nous faire remonter le temps. Je vous laisse aussi admirer ce magnifique Dailymotion. Donc voilà, oui, je regarde sur Dailymotion. Et Dailymotion maintenant apparemment doit se prostituer, on dirait, pour faire concurrence à YouTube. En tout cas, c'est ce qui a l'air de se produire. Mais bref, voilà, donc je le regarde sur Dailymotion, ça permet de le voir en français, et ça permet aussi de combler ma radinerie, parce que non, j'allais pas acheter le reportage, faut pas déconner. Donc voilà. Donc là, ils nous font un petit résumé de tout ce qui va se produire pendant la série. Là, c'est du teasing, hein, donc on va pas non plus... On va pas se mettre à critiquer les passages de teasing. Hein. Donc ça remonte dans le temps, ça remonte dans le temps. Donc c'est le premier épisode, donc c'est l'épisode qui parle du Trias normalement. Mais ça, il va nous le confirmer, voilà, il y a 220 millions d'années. Vous êtes à l'ère secondaire, à la période appelée Trias. Donc voilà, déjà il appelle ça ère secondaire. S'étend de pôle à pôle. Attendez. Donc déjà il appelle ça ère secondaire. Bon, on appelle ça le Mésozoïque maintenant, et je pense que même à l'époque, alors je me rappelle plus de quand date le reportage, mais même à l'époque, je suis à peu près sûr que ça s'appelait déjà le Mésozoïque. Mais bref, on a vu passer un crâne. Je suis curieux de voir ce que c'est comme crâne. Parce que ça c'est quand même un crâne du genre que je connais pas, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est censé être un Herrerasaurus? Parce que si c'est censé être un Herrerasaurus, c'est raté. Voilà, le crâne d'Herrerasaurus, ça ressemble pas du tout à ça. Hein. Hop, skull. Parce qu'évidemment, quand on tape Herrerasaurus, on tombe que sur des reconstructions. C'est assez fou d'ailleurs de constater à quel point la paléontologie, ou du moins la vulgarisation paléontologique, est quasiment dictée par les paléo-artistes. Donc vous voyez, Herrerasaurus, ça n'a rien à voir avec ce truc-là. Je sais pas ce que c'est censé être ce truc-là, parce que là, enfin,
Le problème, c'est que ce truc n'a ni queue ni tête. Si ça, c'est censé être l'orbite, et ça, c'est censé être une fosse orbitaire, alors elles sont où les fosses post-orbitaires, quoi? Je veux dire, si c'est censé être un crâne d'archosaure, je vois pas où sont les fosses temporales. Les fosses temporales, il est censé y en avoir deux si c'est un crâne d'archosaure. Là, voilà, il y en a une là et il y en a une sur le dessus, à l'arrière de l'orbite, et la fosse antéorbitaire ici. Là, je vois la narine, la fosse antéorbitaire, une orbite, mais je vois pas de fosse temporale. Donc, je sais pas ce qu'on est censé regarder là. Ce crâne n'existe pas. Ce crâne n'existe officiellement. Voilà. Nous venons d'entrer dans le Trias, donc sur le thème de cette vidéo, du premier épisode de Sur la Terre des dinosaures, voilà. Et on est déjà sur des conneries. Et ça ne fait que commencer. 3 minutes 48. Donc oui, je disais, la vulgarisation scientifique en paléontologie semble être dictée par les paléo-artistes, et c'est marrant en fait. Si les paléo-artistes en vogue décrètent qu'une reconstruction est honnête, alors ça veut dire que cette reconstruction, elle va être conservée par les puristes, on va dire. Alors qu'au final, cette reconstitution peut être scientifiquement complètement fausse. Je finis juste le thème que j'ai abordé tout à l'heure, il y a 2 minutes. Et c'est notamment le cas du spinosaure, quoi, hein, parce que Spinosaurus Skelton, voilà. La nouvelle reconstruction du Spinosaurus, donc celle-ci, voilà, le Spinosaurus quadrupède, c'est un amalgame de spécimens, c'est même pas un seul spécimen, quoi, c'est un amalgame d'une dizaine de spécimens. Et je crois, si j'arrive à trouver cette image, voilà, c'est celle-là. Donc chaque couleur correspond à un spécimen différent. Donc on est bien d'accord que le fait que ce Spinosaurus soit reconstitué comme quadrupède, ça vient surtout du fait que ses bras sont vachement plus longs que ses jambes. Oui, mais ses bras n'appartiennent pas au même spécimen que ses jambes. C'est pas la même bestiole, les bras et les jambes de Spinosaurus. Alors de où vous nous inférez qu'il était quadrupède, alors que si ça se trouve, ça c'est des jambes de juvénile et ça c'est des bras d'adulte. Donc voilà. Mais parce que les paléo-artistes trouvent ça plutôt classe de mettre Spinosaurus à 4 pattes, et ben du coup, et que ça a été publié dans Nature, et ben du coup, voilà, on finit avec un Spinosaurus à 4 pattes. Alors que je veux dire, ça se voit que les jambes et les bras vont pas ensemble. Mais bref, donc voilà, c'est juste... C'était mon mini coup de gueule du début, je râle déjà, voilà, mais au moins c'est dit. On continue avec Sur la Terre des dinosaures, et ces magnifiques dicynodontes, mes favoris. Bon, je vais pas râler sur l'usage du mot reptile, on comprend bien que reptile est un amalgame du mot amniote et sauropside, et que, bon, voilà, c'est juste que sauropside, personne connaît, voilà. Donc, on va pas commencer à embêter le peuple avec... de la terminologie. Amniote et sauropside, personne connaît, tout le monde connaît reptile, donc même si ça crée un peu de confusion entre les deux, c'est pas non plus la fin du monde. Et oui, je l'ai dit. Alors là, on était... Attendez, parce que tout à l'heure, il a dit 120 millions d'années, 220 millions d'années. Voilà. Donc tout à l'heure, il disait 220 millions d'années. Enfin, il y a 220 millions d'années, et maintenant, ils ont changé d'unité. Alors c'est un peu chaud. Voilà. Donc oui, ça c'est le titre, blabla. Remets la date. Regardez, tout à l'heure on avait Million Years Ago et maintenant on a BC. Donc c'est la même date, mais comme c'est présenté de deux façons différentes, c'est légèrement confusant. Donc voilà, et on n'est qu'à 4 minutes 50. Donc voilà, usage du mot reptile dans le sens amniote, puisque ce sont des thérapsides. La flore, toujours grande perdante de ces reconstructions, enfin des reportages sur la... La flore, c'est toujours la grande perdante des reportages sur la paléontologie, parce qu'on préfère utiliser des plantes modernes qui ont une vague affinité avec des plantes qui datent d'il y a 220 millions d'années, plutôt que de faire des petits modèles de ces plantes telles qu'elles étaient réellement il y a 220 millions d'années. Donc voilà. Donc les plantes, elles passent pour des fossiles vivants, quoi. C'est génial. Ouais, peut-être que ça, à la limite, c'est une reconstruction, allez. Je vous l'accorde, éventuellement. Voilà, mais on préfère privilégier les décors naturels.
préfère privilégier des décors naturels, même si en l'occurrence il me montre une flore qui n'est pas du Trias. Donc le Célophysis en train de chasser un Dipneust. Donc évidemment, on est au début des années 2000, voire fin des années 90 avec ce reportage. Donc les bras de Célophysis ne sont pas dans la bonne position. Hein. Les paumes devraient être tournées vers l'intérieur. Là c'est la position Jurassic Park des bras. Donc les bras devraient normalement être tournés vers l'intérieur, mais encore une fois, c'est plus un problème d'époque qu'un problème de véritablement scientifique. Je suis pas sûr que Célophysis ait été retrouvé avec des contenus stomacaux qui indiquaient qu'il était piscivore. Je suis presque même sûr du contraire. Et surtout, Célophysis évidemment est reconstitué sans plumes parce qu'à l'époque c'était pas classe de représenter les dinosaures avec des plumes. C'était pas du tout à la mode. Mais bon, encore une fois, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment cet effet de la communication scientifique est totalement dictée par les paléo-artistes. Si les paléo-artistes de la fin des années 90, début des années 2000 reconstituaient les dinosaures sans plumes, les dinosaures n'avaient pas de plumes. Sauf que comme maintenant ils se sont mis à leur mettre des plumes, et ben du coup ils ont des plumes. Voilà. Alors ça, je crois que c'est censé être des Placerias. C'est bien ça, donc Placerias. Plus Placerias, donc là, ce qui me choque aussi, c'est que Placerias, là, il est reconstruit avec ces gros trucs, là. Sauf que Placerias, normalement, il n'a pas de défense. Hein. Placerias, si vous regardez le crâne, en fait, c'est pas des défenses. C'est un cynodonte qui est pas classique, hein, Placerias. Vous voyez, c'est pas les défenses qui forment ces processus, en fait. Ce sont des processus, c'est de l'os quoi en fait. Ce sont les processus maxillaires caniniformes qui remplacent les défenses. Donc Placerias n'a pas vraiment de défense. C'est pas comme ça un Placerias. Il n'a pas de défense. En fait, il a des processus caniniformes très développés qui remplacent les défenses. Donc ça déjà, c'est faux. Et ne vous imaginez pas que c'est une petite erreur. Hein. Les défenses, c'est de la dent, alors que ce cas Placerias, en fait, c'est de l'os pur. Hein. Donc, c'est pas une petite erreur, hein, pour le coup. Voilà, on est qu'à 8 minutes 30. J'ai déjà repéré tellement d'erreurs que... Enfin, des erreurs, des... Ah oui, puis bah voilà. Aïe, aïe, aïe. Le cynodonte. Alors, le cynodonte sur la Terre des dinosaures... Cynodonte walking with dinosaur. C'est normalement un trinaxodon, ou du moins c'est très très fortement inspiré de trinaxodon. Et trinaxodon, mesdames et messieurs, il n'a pas du tout vécu en même temps que Placerias. Il vivait il y a 250 millions d'années, pas il y a 220 millions d'années. Donc là on est sur un gouffre de 30 millions d'années. 30 millions d'années, c'est grosso modo la distance qui nous sépare. Enfin, il y a 30 millions d'années, notre plus proche parent ressemblait à un petit singe, quoi. 30 millions d'années, ça nous ramène quand même à l'Oligocène, quoi. C'est mignon, c'est mignon. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où c'est dit exactement quel cynodonte ils ont utilisé? Parce que ça, c'est complètement la morphologie d'un trinaxodon. Il y a 220 millions d'années, à la limite, vous aviez des probénognathiens, vous avez des cynognates. Mais les cynognates avaient la tête beaucoup plus large. L'arrière de la tête était beaucoup plus large que ça chez les cynognates. Et chez les probénognates étaient globalement beaucoup plus petits, à part les tritilodontidés. Mais les tritilodontidés n'avaient pas du tout ce profil-là. Donc ça, c'est totalement la morphologie d'un trinaxodon qu'ils ont utilisé pour ça. Et en plus, les tritilodontes avaient des membres complètement érigés, ce qui n'est pas le cas de leurs cynodontes à eux. Ah, bon bah voilà, là vous voyez, il est bien identifié comme trinaxodon.
Donc bon, alors à la limite, je leur fais cadeau du fait qu'ils ont utilisé cynodonte et pas trinaxodon, ce qui fait qu'ils y échappent, hein. Ils y échappent de justesse, mais le design, c'est totalement celui de trinaxodon, quoi. Et trinaxodon, il a vécu il y a 250 millions d'années, entre 252 et 250 millions d'années, et pas du tout il y a 220 millions d'années, quoi. Il y a 220 millions d'années, ça devrait être un cynognate ou un probénognate, et pas du tout un cynodonte basal comme trinaxodon. La femelle cynodonte veille sur sa nourriture. Voilà, reconstitué avec des moustaches évidemment, alors que c'est pas le cas. Les trinaxodons ne devaient pas avoir de moustaches. Cynodonte whiskers. Ils ne devaient pas avoir de moustaches parce que, alors on va peut-être plutôt marquer maxillary canal. Ils ne devaient pas avoir de moustaches parce que le seul intérêt des moustaches, c'est de pouvoir capter, c'est de bouger, voilà, de faire des mouvements sur les côtés. Voilà, si vous regardez ces moustaches, ces magnifiques moustaches, leur seul intérêt, c'est de bouger. Et en bougeant, elles vont servir d'organes tactiles. Or, le trinaxodon, il avait ça, il avait le nerf qui sert normalement à innerver les moustaches, qui était complètement enfermé dans un canal osseux. Donc, s'il y avait vraiment des moustaches connectées à ce nerf, ces moustaches ne pouvaient pas bouger, donc elles ne servaient à rien, donc il n'y avait certainement pas de moustache chez trinaxodon. Voilà. Donc, et aujourd'hui, on le sait depuis même les années 60 d'ailleurs, que ce canal-là, il empêcherait totalement les moustaches d'être utiles. Donc s'il y avait des moustaches chez trinaxodon, elles ne servaient à rien, et surtout, elles ne seraient pas perchées là sur une petite bosse de chair comme ça. Trinaxodon, il n'avait pas du tout ce qu'il fallait. Oula, ouais, alors là, ça va beaucoup trop vite. On revient un peu en arrière. Merci, voilà. Donc, notre magnifique trinaxodon, là, vous voyez, il a des petites bosses de chair sur le côté de la tête. Voilà, on va les voir là. Réveille-toi, petit trinaxodon. Voilà. Donc là, il y a ces petites bosses de chair sur le côté de la tête et qui bougent en plus. Hein, voilà, ils les font bouger. Donc ça, c'était impossible. C'était impossible puisqu'il n'y avait pas de chair. Il n'y a pas ce qu'il faut à cet endroit-là pour l'insertion des muscles qui font cette chair sur l'animal. Et en plus, ils leur ont fait une truffe, et ça c'est pareil, il n'y avait certainement pas de truffe chez trinaxodon, enfin chez la plupart des cynodontes, à part les plus dérivés d'entre eux comme Brasiliterium. Mais là déjà 220 millions d'années, c'est trop tôt pour Brasiliterium. Donc voilà, donc 220 millions d'années, il n'y avait pas de cynodonte avec une truffe. Je suis désolé, la truffe, il y avait même probablement une séparation osseuse entre les deux narines. Donc comme chez un lézard par exemple. Donc là en fait il y avait plus probablement des écailles sur le côté du visage, et pas tellement, ou de la peau nue, mais pas de chair et encore moins des poils. Voilà. Étape suivante, l'allaitement. Regardez-moi ça. Alors voilà, là vous venez d'entendre, pendant les 3 premiers mois, ils se nourriront aux glandes à lait que leur mère porte au ventre. C'est exactement ce qui est dit. Là au moins je ne fais pas d'inférence sur quelle espèce il s'agit, et s'il s'agit bien de trinaxodon, alors ils ont tout faux. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Là on vient d'entendre, pendant les 3 premiers mois, ils vont s'allaiter aux mamelles de leur maman. Et voilà, d'où sort cette information. Vous ne le savez pas, je ne le sais pas, et je suis sûr que même eux ne le savent pas. Même ceux qui ont fait le reportage ne le savent pas. C'est pour ça que je ne supporte pas ce genre de reportage. C'est parce qu'ils te balancent cette information. Pendant 3 mois, ils vont être nourris aux glandes à lait de leur maman. Ça sort de nulle part. Ils l'ont inventé. Ils l'ont inventé. Ce n'est pas une information, alors que c'est censé être un docu-fiction. On nous balance des trucs comme étant des documents, alors qu'en fait, c'est de la fiction. C'est bien ça le problème que j'ai avec ces putains de docu-fiction, c'est que, oui, on me dit, voilà, en gros, ils balancent des conneries, et moi, on me regarde en me disant, oui, mais c'est un docu-fiction, donc il y a de la fiction. Mais non, ta gueule, il y a docu avant fiction. Putain, arrête avec tes conneries de docu-fiction, c'est un documentaire avant
une fiction. Et je veux savoir d'où vient la documentation, d'où vient la partie documentaire. Et comment la distinguer de la fiction. Là, je peux pas. On vient de me balancer, ils mettent 3 mois. Alors si je suis pas moi-même paléontologue, en gros, je sais pas. Et je prends ça pour argent comptant. Je me dis, oui, on doit avoir des bonnes raisons de dire ça. Non, on a 0 bonne raison de dire ça. On a 0 bonne raison, on n'a aucune idée. On ne sait même pas s'ils pondaient des œufs. On pense que oui. Parce que les monotrèmes, donc ornithorynques et échidnés, pondent des œufs. Et que du coup, ça semble être ça semble être la condition primitive chez les mammifères. Mais voilà, dans l'absolu, on n'a jamais trouvé d'œufs de cynodonte. Donc on ne sait même pas s'ils pondaient des œufs. Alors comment vous croyez qu'on sait quoi de la période de gestation de ces animaux? On n'en sait rien du tout. On a peut-être, et je dis bien peut-être, des preuves de soins parentaux. Voilà, et encore, elles ont été découvertes il y a que très récemment. On a peut-être éventuellement des preuves de soins parentaux. Depuis les années 50, on a découvert quelques trinaxodons et quelques galésaurus avec où il y avait des associations de juvéniles avec des parents, mais ça peut encore être ça peut être les parents qui squattent les terriers des enfants ou l'inverse, les enfants qui squattent les terriers des parents et pas forcément des soins parentaux. Et il y a encore très récemment, on a trouvé un Cayentatherium. Donc ça, je peux vous le montrer parce qu'il doit y avoir des jolies images. On a trouvé un Cayentatherium avec une portée de 32 petits. Alors en plus, voilà. Donc ça, c'est la représentation graphique, artistique, j'ai envie de dire, de la mère et de la taille du crâne chez les petits. Donc il y a 32 petits ou 28, je ne sais plus, une trentaine de petits. Et voilà, et ça, ils ont été retrouvés ensemble, ce qui veut même pas forcément dire qu'elles s'occupaient d'eux, mais disons que voilà. Après, le fossile lui-même n'est pas impressionnant du tout, donc je préfère vous montrer des reconstitutions comme ça, voilà, au moins c'est très visuel. Mais voilà, on a retrouvé le fossile d'un Cayentatherium adulte, donc qui est un cynodonte, avec des Cayentatherium juvéniles qui sont suffisamment petits pour être des nouveau-nés. Et d'ailleurs, ces nouveau-nés ont des dents fonctionnelles. Donc, l'allaitement, mon cul chez les cynodontes. L'allaitement, il n'y en avait pas chez les cynodontes parce que les petits Cayentatherium, là, ils ont des dents fonctionnelles. Alors peut-être que ça n'exclut pas qu'ils aient eu des glandes capables de fabriquer du lait. Peut-être que ces glandes servaient à autre chose chez les cynodontes. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, l'action d'allaiter, elle n'existait certainement pas chez les cynodontes. Il y avait peut-être des glandes à lait et pas des mamelles, parce que ça c'est pareil, putain, on les voit téter des mamelles, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont alignés comme ça, là, regardez-les. C'est complètement inspiré d'une portée de chaton en train de téter des mamelles, là. Non, il n'y avait pas de mamelles chez les cynodontes, hein. Il n'y a déjà pas de mamelles chez les monotrèmes, alors encore moins chez les cynodontes. Les monotrèmes, ils sécrètent, ils ont un gros patch de peau sur le ventre et ils sécrètent du lait à travers de ce patch de peau. Ils n'ont pas de mamelles, alors encore moins les cynodontes, je suis désolé. Donc, mamelles, mon cul, allaitement, mon cul, glande à lait, pourquoi pas, mais elle ne servait pas à allaiter. Voilà. Peut-être qu'elle servait juste à distribuer des matières grasses pour humidifier les œufs, pourquoi pas, ou pour humidifier le nid, ou pour marquer son territoire, je ne sais pas à quoi elle devait servir, voilà, c'est ce qu'on appelle une préaptation ou préadaptation éventuellement, même si j'aime pas trop le mot, mais bon, voilà, bref, c'est pas un joli mot, je trouve, mais bref, voilà, donc tout ça là, connerie sur connerie sur connerie, et on ne peut pas faire la différence entre ce qui est connerie et ce qui ne l'est pas. Voilà, vous êtes obligé de leur faire confiance et de vous dire, il doit y avoir des preuves quelque part, je suis désolé, je veux qu'on me les montre. Merde. Voilà. Ah, faut pas me faire chier avec les cynodontes. Hein. Voilà. Vous voulez voir des glandes mammaires, il y en a plein en dessous. Bienvenue sur Dailymotion. Mais ça, non. Pas de glande mammaire ici. Glande mammaire, oui, oui. Glande mammaire, non, non. Glande mammaire, oui, oui. Glande mammaire, non, non. Ça suffit. Ça me fout les glandes. Ha. Voilà. Et alors j'ajouterai, parce qu'en plus celui-là c'est moi qui l'ai fait, voilà. Là vous avez un article qui s'appelle, vous avez sur ResearchGate
Internet devient fou. Vous avez sur ResearchGate un article qui s'appelle Soins parentaux, opportunisme ou opportunisme chez les cynodontes du Triassique sud-africain, où vous avez cette magnifique figure dont je suis l'auteur. Et en fait, cette figure, ce qu'elle vous montre, je ne sais pas si je vais arriver à l'afficher correctement. Évidemment non. Évidemment que non. Parce que sinon, ce serait pas drôle. On va essayer de l'afficher correctement. Voilà. C'est-à-dire que dans cet article-là, je casse même la nuque à l'idée même de soins parentaux chez les cynodontes. Parce que vous voyez, ça c'est le nombre de petits par... en fait, on a un registre fossile de bébés associés à des adultes chez les cynodontes, hein, comme je vous l'ai dit. Donc il y a Cayentatherium, c'est ce point-là. Il y a quelques Trinaxodons et Galesaurus, c'est tous ces points-là. Il y a des Langebergia aussi. Donc il y a pas mal de cynodontes dont des adultes ont été retrouvés avec des petits. Sauf que quand on regarde la taille des petits et le nombre des petits en fonction du... enfin non, quand on compare la taille des petits, donc cet axe-là, en fonction du nombre de petits associés aux adultes, c'est ce nombre-là, bah en fait on constate qu'il y a une chute drastique du nombre de petits quand les petits grandissent. Donc en gros, à 5% de la taille adulte, vous avez 32 petits, enfin une trentaine de petits, c'est ce qu'on a chez Cayentatherium, et à 30% de la taille adulte, donc un tiers de la croissance, il ne reste plus que 4 en moyenne. Il ne reste plus que 4 juvéniles. Et évidemment, les adultes, il en reste voilà, plus qu'un. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, s'il y avait soi parental, il était à chier ce soi parental, hein, parce qu'on part de 32 petits, et plus ça grandit, et moins il y en a. Voilà, pour qu'au final, il ne reste plus que 4 petits, alors qu'ils ont grandi, alors qu'ils sont qu'à un tiers de leur croissance, en gros. Donc si soin parental il y a chez les cynodontes, bah, il n'était pas bon. Mais alors pas bon du tout. Bref, on continue. Alors on remarquera tout de même que la peau est nue. Hein, je veux dire, j'ai crisé sur les poils. Voilà, pour moi, il n'y avait pas de poils. J'ai crisé sur les poils, mais il faut quand même admettre que le reste de la peau est nue et pas écailleuse, et ça, apparemment, c'est plutôt vrai. Voilà. Alors, il n'y a pas de peau préservée de cynodonte, hélas, mais je ne sais pas si je vais arriver à vous la trouver, cette image. Oui, elle y est. Merci à Pia Viglietti, qui est une chercheuse en paléontologie sud-africaine et qui a posté cette photo sur Twitter, même si elle est en faible résolution, elle est bien quand même, elle est suffisante. Donc voilà, on n'a qu'un seul vrai beau fossile d'empreinte de peau pour les thérapsides, donc la grande famille qui inclut les cynodontes, mais aussi les dicynodontes comme Placerias, et cette momie, bah, c'est un Lystrosaurus. Donc c'est cette saleté là, ce truc moche qui vivait au Trias. C'est un dicynodonte et on n'a qu'une seule momie, et cette momie a la peau nue. Alors on ne sait pas si c'est parce qu'il a perdu ses poils en se décomposant ou s'il était effectivement à peau nue, mais disons que le meilleur truc qu'on ait jusqu'à présent comme fossile de peau de thérapside, c'est ce Lystrosaurus. Alors là, vous avez la tête avec les deux yeux, là, il y a même les yeux, vous voyez, c'est dégueulasse. On a l'impression de l'avoir devant soi, c'est répugnant. Voilà, vous avez toute la peau ici, vous avez les 4 pattes, voilà, bien articulées, magnifique. Donc ils avaient quand même vu venir, j'ai envie de dire, la découverte de ce Lystrosaurus, parce que ça a été publié, enfin, officiellement, ça n'a été publié qu'en 2014. La photo a probablement été publiée par Pia avant ça. Voilà, 2011 apparemment, d'après ce que je comprends, d'après ce que je lis dans la légende là. Donc voilà, elle a publié déjà la photo en 2011, mais disons que c'était de toute façon pas connu à l'époque où ils ont fait le reportage, quoi. Voilà, le mâle cynodonte ne chasse que la nuit. D'où tu sors ça? Voilà, et vous pouvez faire ça avec toutes les phrases. Quasiment toutes les phrases de ce genre de docu-fiction, comme sur la Terre des dinosaures, c'est « D'où tu sors ça ?» D'où tu sors cette information? Le mâle cynodonte ne chasse que la nuit. Ben non, probablement pas Trinaxodon, non. Trinaxodon, il était suffisamment gros pour être diurne, il n'avait pas forcément besoin d'être nocturne.
Ils pouvaient chasser des petits vertébrés le jour, c'était pas un problème. Suivant. Par contre, ils faisaient effectivement des terriers. Ça, on a des beaux fossiles de Trinaxodon qui ont été découverts dans des terriers. Et il n'a pas d'oreille, ça aussi je suis d'accord. Il n'a pas de pavillon auditif. Parce que même les monotrèmes non plus n'ont pas de pavillon auditif. Le pavillon auditif, c'est quelque chose qui est apparu chez les mammifères terriens. Donc marsupiaux, placentaires et les trucs qui en sont proches parents. La plus vieille preuve d'oreille, c'est Spinolestes, et je crois qu'il date du Crétacé. Voilà. De pavillon auditif, devrais-je dire. Voilà, nos Placerias qui n'avaient pas de défense normalement, et qui là en ont des immenses et orientés vers l'avant en plus. Après, il faut rendre à César ce qui est à César. Sur la Terre des dinosaures, ça a été un des premiers reportages à quand même nous montrer enfin, à pas nous montrer les mêmes à pas nous montrer les mêmes 4 images en boucle. Parce qu'avant, là, sur la Terre des dinosaures, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui sont assez vieux pour s'en rappeler, mais avant, sur la Terre des dinosaures, on avait quand même... les reportages avaient tendance à faire genre 2 minutes de clips avec des reconstructions en 3D ou pas en 3D d'ailleurs. Des fois c'était des animatroniques. Et genre on nous faisait un commentaire de 20 minutes en nous passant en boucle les mêmes 2 minutes de clips dégueulasses généralement. Donc ouais, sur la Terre des dinosaures a eu au moins ça pour lui, au moins quand il nous faisait un reportage de 30 minutes, mais on avait 30 minutes d'images inédites. Et pas juste les mêmes 2 minutes bouclées pendant je ne sais combien de temps, quoi. Donc il faut rendre à César ce qui est à César, au moins. Au moins sur la Terre des dinosaures nous a sorti de ce cycle infernal des boucles de reconstruction dégueulasses. Donc le Postosuchus. Alors le Postosuchus, il y a une grosse controverse, voilà, c'est le mot que je cherche. Il y a une grosse controverse sur était-il bipède ou quadrupède, hein. Alors apparemment, voilà, vous voyez là sur les reconstructions du squelette, il y a ceux qui le reconstituent quadrupède, il y a ceux qui le reconstituent bipède. Donc et apparemment, le petit crâne du début, c'était peut-être pas un Herrerasaurus. Ça avait apparemment la prétention d'être un Prostosuchus. Là, si vous vous rappelez du crâne dégueulasse au début, on est à combien? On est à 11 minutes 2. Donc j'essaie de me rappeler de 11 minutes 2. Si vous vous rappelez du petit crâne dégueulasse du début, hein, qui ne ressemblait à rien. Va-t-on le retrouver? Voilà. On est revenu au début. Voilà. Vous voyez là cette espèce de crête là sur le sommet. Apparemment ça a la prétention d'être la crête de Postosuchus. Mais là, comme vous voyez, le problème reste toujours que voilà, vous avez l'œil ici, la fosse antéorbitaire ici. Donc l'œil ici, la fosse antéorbitaire ici. Oui, mais problème, où sont les fosses post-temporales, hein? Les deux fosses temporelles, voilà, elles sont pas là. Donc ça reste un énorme problème. Bref, on retourne à 11 minutes aidées avec notre Postosuchus. Donc oui, Postosuchus, il y a une grosse controverse et d'ailleurs je ne sais pas où on en est maintenant. On peut vérifier ça rapidement sur Wikipédia. Mais c'est pareil, c'est pas un gros problème pour le reportage lui-même. À l'époque, Postosuchus était reconstitué quadrupède. Et je sais pas juste si maintenant... Voilà. La très petite taille des membres antérieurs par rapport aux membres postérieurs et les très petites mains. Donc c'est vrai qu'il a des toutes petites mains, si vous regardez, c'est vraiment assez ouf. Les mesures de vertèbres suggèrent que Postosuchus était peut-être bipède. Voilà. Mais bon, c'est pas un gros problème, je veux dire, à l'époque c'était pas connu. Enfin du moins je crois pas que c'était connu. On peut vérifier, voilà, la source c'est de 2013, voilà. La source que cite Wikipédia c'est 2013 apparemment.
Bon, voilà. Postosuchus qui chasse Placerias. Postosuchus qui chasse Placerias. Eh, c'est dur à dire, hein, les gars. Ça a l'air d'être relativement crédible. Bon, à l'époque, on gérait mal les collisions aussi sur les sur les trucs en 3D. Donc, ils avaient recours à tout un tas d'artefacts, d'artifices pour ne pas nous montrer les contacts. Ce Péténosaurus est un reptile volant dont les longs doigts servent d'armature aux délicates membranes des ailes. Péténosaurus. Wesh ma gueule. Péténosaurus. Je suis même pas sûr. Péténosaurus. Ouais, bah évidemment, du coup, il y a une page Wikipédia. Vu qu'il est connu à ce point-là. Donc, Péténosaurus, ptérosaure du Triassique. Donc là, lui, il est du bon âge au moins, pour avoir rencontré Placerias. Et c'est un des plus anciens ptérosaures. Vivait-il en Amérique du Nord? Non, il vivait en Italie. Les 3 fossiles ont été trouvés en Italie. Donc, en Italie, on n'a pas trouvé de Placerias, en tout cas pas que je sache. Donc là ça se passe en Arizona. Il n'y a pas de Péténosaurus en Arizona. Voilà, donc encore une fois, des gros raccourcis, mes bons amis, des gros raccourcis. Celui-là, il est quasiment égal à Ambulocetus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a sur la Terre des monstres disparus. Enfin, je crois que c'est sur la Terre des monstres disparus ou sur la Terre des géants, je ne sais plus. Où on voit l'Ambulocetus et où on voit les ancêtres des chevaux et où on voit le Gastornis et tout ça. Bon, donc quasiment tout dans le truc, c'est la faune de Messel, sauf Ambulocetus qui, on ne sait pas pourquoi, se trouve à Messel, c'est-à-dire en Allemagne, alors qu'on l'a jamais trouvé ailleurs qu'en Indo-Pakistan, quoi. Donc voilà, ils font des gros raccourcis pour que tout se trouve au même endroit. Je crois pas que ce soit critique à ce point que Péténosaurus se promène à côté d'un Placerias, hein. La rivière cache d'autres prédateurs volants, comme les libellules. Bon, au moins on ne néglige pas les invertébrés, ça c'est bien. Premier reptile. Après on nous montre une libellule moderne, ça c'est moins bien. Mésotrias. 'Sans transition, partie 2, quasiment coupée au milieu de la phrase. On retrouve notre Péténosaurus, le maréchal Péténosaurus en train de prendre son bain. Regardez ça s'il est pas mignon. Donc apparemment il disait qu'il y a une sécheresse qui n'a pas plu depuis des mois, donc c'est possible, hein, puisque au Norien c'est une période très sèche comparée au Carnien pendant lequel il y a eu ce qu'on appelle l'événement pluvial carnien, c'est-à-dire des pluies torrentielles. Enfin, il y a une excursion de l'isotope du carbone, des isotopes du carbone, qui font penser que éventuellement cette excursion a été causée par un événement pluvial important. Donc voilà, des pluies torrentielles pendant plusieurs millions d'années, au moins pendant 1 million d'années durant le Carnien. Et donc la période suivante, il y a 220 millions d'années, le Norien, on se dirige vers l'extinction. On se dirige vers l'extinction de la limite Trias-Jurassique et du coup le climat s'aridifie. Donc voilà, ça semble assez intuitif, on va dire. Oh oui, nos Placerias. Placerias sont partis en quête de pâturage. Les Placerias, avec leurs défenses qui ne sont pas des défenses, qui sont censées être des processus maxillaires. Mais il porte à la cuisse une profonde blessure, infligée par la défense d'un Placerias. Eh ben non, justement, pas la défense d'un Placerias. Son processus maxillaire, c'est de l'os, c'est pas une défense. Le troupeau de Placerias le repère et organise la riposte. Ah, ça c'est intéressant. Donc,
La riposte organisée du troupeau de Placerias, ça c'est pas mal ça, c'est pas mal. Donc jusqu'à quel point on peut avoir confiance en ça? Voilà, dans la mesure où il nous montre aucune preuve, bah c'est quand même une question intéressante. Alors, les Placerias, ils font partie d'une famille de dicynodontes qu'on appelle les Canmeyeriformes, et les Canmeyeriformes, on a des preuves qu'ils vivaient en troupeau. Alors je ne sais pas au niveau des empreintes de pas si on a vraiment trouvé des empreintes de pas de dicynodontes de cette époque qui sont suffisamment bien alignées pour qu'on puisse dire qu'elles appartiennent à un troupeau. Mais par contre, je sais qu'on a trouvé ce qu'on appelle des latrines communes. Donc des latrines communes, c'est Bah écoutez, on va vous montrer ça tout de suite, hein. Voilà, on va faire une petite recherche. Donc alors c'est communal latrine dicynodonte, voilà. Donc on a trouvé des latrines communes, et alors là c'est formidable parce que ça a été publié dans la revue Nature, vous voyez, on est sur nature.com, Scientific Report, donc prestigieuse revue, dans laquelle on publie sur les latrines communes qui donnent des preuves de vie grégaire chez les méga herbivores du Trias. Donc les latrines communes, ce sont littéralement des gros tas de merde. Donc voilà, ces personnes font un article dans Nature à propos d'un gros tas de merde. Oui, mais un gros tas de merde très intéressant puisqu'il est fossilisé. Et ce gros tas de merde, donc il appartient à des Canmeyeriformes, donc des proches parents de Placerias, vous voyez, c'est ça, c'est les crottes. Voici les magnifiques crottes fossilisées, des coprolites. Et donc ce gros tas de merde fossilisé, eh bien, il montre qu'en fait les Canmeyeriformes, ils faisaient pas caca de façon complètement aléatoire, ils allaient tous au même endroit pour chier. Et ça c'est un comportement qu'on retrouve chez des herbivores, modernes qui vivent en troupeau. Je ne sais pas chez tous les herbivores modernes qui vivent en troupeau, mais c'est un comportement qui ne se retrouve que chez les herbivores modernes qui vivent en troupeau, ou du moins avec un certain niveau de vie sociale. Donc, voilà, les gros tas de merde fossilisés, ça montre qu'il y avait une certaine forme de vie sociale chez les Canmeyeriformes. Et ça, c'est quand même la classe. Voilà, des publications sur des gros tas de merde dans Nature. Donc, jusqu'à quel point on peut dire que c'est réaliste de voir des Placerias s'aligner pour se défendre? Ça va, c'est pas trop caca, on va dire. C'est pas trop mal. Disons que c'est raisonnable étant donné qu'on sait qu'ils vivaient en troupeau. Donc voilà, soit parental de nouveau, soit parental chez les cynodontes pour lesquels les preuves, comme je l'ai dit, sont plutôt éparses, sont même plutôt contradictoires en réalité, hein. Donc le mâle dont on a dit qu'il chassait la nuit, maintenant il chasse le jour, voilà, parce que là il fait pas nuit, hein, je suis désolé. Donc de qui se moque-t-on? Moi, je parlais justement des contenus stomacaux des Célophysis. Je crois pas qu'on ait jamais trouvé de cynodonte dans les contenus stomacaux de Célophysis. Alors, regardez, là, on voit bien la taille du cynodonte comparé au Célophysis. Je veux dire, il est gigantesque ce trinaxodon. Donc déjà c'est trop gros pour un trinaxodon. Mais en plus, ouais, dans l'Arizona, à cette époque-là, à part les tritylodontidés comme Cayentatherium que je vous ai montré tout à l'heure, il n'y avait pas des masses de cynodontes, hein. Donc le seul cynodonte que ça pourrait être, c'est Cayentatherium, sauf qu'il ressemble pas du tout à ça, Cayentatherium. Cayentatherium, il a des grosses défenses. En fait, c'est un corps. C'est un peu le corps qu'il représente, mais avec les jambes plus érigées. Et il aurait voilà, une grosse tête de castor. Voilà, il ressemblerait. Ça me semble assez fidèle, ça, comme représentation. Il aurait une grosse tête de castor parce que les Cayentatherium, ils avaient des grosses incisives comme des rongeurs. Donc c'est pas du tout le cynodonte qu'il nous montre, hein. Et d'ailleurs, ça aurait été un herbivore, pas un carnivore. Cayentatherium, il a des grosses dents carrées, voilà. Cayentatherium, il a des grosses dents de tritylodontidés carrées, donc ça aurait pas du tout été un carnivore comme nous le montre sur la terre des dinosaures. Cayentatherium, c'était un herbivore, quoi. Bon là, en l'occurrence, ça doit être Oligokyphus ou Tritylodon. C'est une famille où ils ont tous la même tronche, les tritylodontidés.
Donc on peut prendre l'un pour l'autre sans aucun problème, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas quel est le cynodonte qu'ils ont choisi comme modèle. Je suis quasiment sûr que c'est Trinaxodon, mais si c'est le cas, ouais, c'est une erreur gigantesque de 30 millions d'années, quoi. Et en plus, il est trop gros. Voilà, petit. Donc voilà, là on voit deux Postosuchus en train d'essayer de s'impressionner l'un l'autre. Comportement qui est repris directement d'espèces modernes. Je veux dire, on n'en sait rien si les Postosuchus ils faisaient vraiment ça. Mais du coup, c'est pareil, ça vaudrait le coup de le dire, ça peut être dit, ça n'a même pas besoin d'être montré. On peut dire, bah voilà, les carnivores modernes font ça, les carnivores du passé font ça. Ouais, bon là il y a Postosuchus en train de pisser, voilà, pour marquer son territoire. Est-ce qu'on connaît des archosaures qui font ça aujourd'hui, pisser pour marquer son territoire? Je veux dire, c'est... Enfin moi, personnellement, ça m'évoque un comportement qui est essentiellement mammalien, quoi, hein, pisser pour marquer son territoire. Donc bon, est-ce que les Postosuchus, voilà, est-ce qu'on a déjà vu des archosaures pisser pour marquer leur territoire? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Disons que les archosaures, c'est pas tellement l'odorat qui est leur sens principal généralement, hein, c'est plutôt, enfin, exception faite d'espèces comme un tyrannosaure, comme les tyrannosaures par exemple, qui ont des bulbes olfactifs très développés. Les vautours aussi ont un odorat très développé, mais je veux dire, il y a des espèces par-ci par-là, mais globalement, c'est plutôt la vue qui est le caractère, enfin le sens, l'organe des sens le plus utilisé chez les archosaures, c'est globalement la vue. Et le toucher chez les crocodiles, quoi. C'est pas tellement l'odorat, quoi. Déposer des marques sensorielles, des marques olfactives, c'est plutôt un truc de mammifère, parce que chez les mammifères, l'olfaction, c'est vraiment un gros truc. Et là, par contre, on n'a que quelques exceptions, comme les mammifères marins et les primates. Ça, c'est les exceptions. Les espèces qui ont un sens olfactif moins développé. Voilà, maintenant on voit nos fameux cynodontes en train de bouffer leur bébé, en train de bouffer leur progéniture. C'est mignon, mais c'est pareil, hein, il n'y a jamais eu la moindre preuve de ce genre de comportement-là. On notera quand même que c'est pas fait en image de synthèse, donc c'est moins dégueulasse que le reste. C'est pareil, on voit un terrier pour un couple, mais on n'a jamais trouvé de couple de cynodontes dans un terrier, hein. C'est pareil, hein. Dans les terriers, généralement on trouve un cynodonte seul ou pas de cynodonte du tout. Dans ce cas-là, c'est dur d'attribuer à qui appartient le terrier. Ou alors on trouve des associations adultes juvéniles. Mais rarement, très rarement, on trouve des couples, entre guillemets, deux cynodontes adultes dans un terrier. Donc ça c'est pareil. Même la vie en couple des cynodontes, on pourrait en discuter. Il est même fort probable qu'il n'ait pas vécu en couple du tout, pour ainsi dire. En tout cas, les preuves sont manquantes. Voilà, là, le Célophysiste trouve un dipneust, et ça c'est intéressant, parce que effectivement, on sait que les dipneustes, aujourd'hui, s'enferment dans des sacs remplis d'eau et s'enterrent dans des terriers pour échapper à la sécheresse. Et on a des terriers qui contiennent des dents de dipneustes fossiles depuis le Dévonien, je crois, on en a dans le Permien et on en a dans le Trias, donc on sait que les dipneustes faisaient ça. Ça, par contre, je suis d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça me... dire, voilà. Après, encore une fois, je suis pas sûr que les contenus stomacaux de Célophysis aient révélé des fragments de dipneustes, mais bon. La femelle Postosuchus a perdu l'usage de ses pattes arrière, mais ses puissantes mâchoires pourraient encore mettre un dinosaure en pièces. Ah ouais, là, big up aux marionnettistes, parce que là, c'est vraiment la vision d'enfer. La tronche du Postosuchus, c'est un truc de malade, hein. Donc là, cette scène, elle est intéressante parce qu'elle montre justement les Célophysis en train de se rassembler. Vous voyez, là, tout le troupeau, il est en train de se rassembler. Et c'est pas forcément un comportement social.
Donc ça montre aussi que les célophysis, enfin que les carnivores peuvent être rassemblés sans pour autant qu'il y ait vie en troupeau. Donc, parce que les célophysis, ils ont été trouvés en groupe. Les premiers groupes de célophysis, enfin le premier fossile de célophysis ont été retrouvés en groupe dans un ranch, je crois qu'il s'appelle le Ghost Ranch. Donc voilà, les célophysis du Ghost Ranch. Vous voyez, c'est un gros assemblage de célophysis, il y en a dans tous les sens. Là, c'est des squelettes empilés les uns sur les autres. Donc voilà ce que ça donne, en gros, si vous regardez ça avec un œil interprétatif, quoi. Donc les premiers célophysis, ils ont été retrouvés en groupe. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vivaient en troupeau. Mais ce qu'il y a de marrant, en fait, c'est qu'il n'y a quasiment pas de... Il n'y a quasiment pas de controverse autour de la vie en troupeau chez Célophysis, alors que par contre, est-ce que les raptors, est-ce que les Deinonychus chassaient en troupeau? Ça, par contre, c'est un gros sujet de controverse. Et ça, c'est pareil, ça vous avez totalement le reflet de la culture populaire. Les Célophysis, on s'en fout, alors que les raptors, bah, c'est les raptors, quoi. Voilà. C'est les raptors, c'est Jurassic Park, alors il faut savoir s'ils chassaient en meute ou pas. Célophysis, on s'en fout. Ça pourrait être, voilà, cet assemblage pourrait être un assemblage qui a été provoqué par une crue, voilà, donc ça a concentré des macabées complètement artificiellement, où ils auraient très bien pu vivre et mourir ensemble, ou ils auraient très bien ne pas forcément vivre ensemble, mais se retrouver fossilisés ensemble à l'occasion d'un petit festin comme celui-là, ce qu'on appelle un piège à prédateurs. Voilà. Donc vous avez un truc qui crève à un endroit, et puis les autres qui s'accumulent par-dessus, et puis pour peu que l'endroit ce soit des sables mouvants ou bien quelque chose d'un peu, pas forcément des sables mouvants, mais un marais, enfin un truc dans lequel les carnivores se retrouveraient piégés, bah du coup, hop, ça attire plus de carnivores et ainsi de suite. Les carnivores s'attirent les uns les autres et plus on accumule de la charogne et plus ça attire du monde et plus il y a du monde qui se retrouve coincé dans le marais et ainsi de suite, quoi. Donc ça peut aussi être un piège à prédateurs, une concentration de carnivores. Donc il faut faire attention, il faut faire très attention aux interprétations. Trouver un empilement d'animaux morts, ça vous montre que les animaux sont morts empilés. Ça ne veut pas dire qu'ils vivaient empilés. Voilà. Et puis j'en veux pour preuve, c'est le truc que je montre à chaque fois, mais à chaque fois, vous allez voir l'article Cooked to Death Rhino, voilà. Vous allez voir cet article. Donc Rhino Cooked to Death, qui a été publié dans PLOS ONE, voilà. Il y a 10 millions d'années, il y a un rhinocéros qui s'est retrouvé coincé dans une coulée de lave. Voilà, il y a un crâne de rhinocéros qui est retrouvé dans une coulée de lave vieille de 9 et quelques millions d'années. Et donc, si vous faites une interprétation stricte de ce que vous voyez, ça voulait dire que le rhinocéros, il vivait dans la lave. Voilà. Et c'est pas le cas. C'est pareil avec les assemblages de carnivores. Si vous trouvez plein de carnivores empilés les uns sur les autres, ça ne veut pas forcément dire que les carnivores ils vivaient ensemble. Ça veut dire qu'ils sont peut-être morts ensemble ou que du moins ils se sont retrouvés fossilisés ensemble. Et ça, c'est une interprétation qui est assez différente. Donc voilà, là vous avez le crâne de rhinocéros dans le tuf basaltique très net. Donc voilà, il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle une thanatocénose, hein, c'est un assemblage formé durant la mort, et les thanatocénoses ne reflètent pas forcément les biocénoses. Et puis comme ça, vous pouvez en trouver plein, hein. Lucie qui tombe de l'arbre, je ne sais pas si vous vous rappelez, Lucy falling from tree. Voilà, si vous vous rappelez de cette image qui était assez glorieuse. Hein, de Lucie qui tombe d'un arbre et qui du coup se fracture les jambes, se fracture les bras et tout ça. On retrouve des fractures sur le corps de Lucie, bon, qui déjà n'est peut-être pas forcément 100% un seul individu, mais bon, passons là-dessus. Mais on retrouve des fractures sur le corps de Lucie et puis on en déduit que Lucie se pétait la tronche des arbres et se pétait la tronche des arbres et que du coup, ça veut dire qu'elle vivait dans les arbres. Non, c'est une thanatocénose. Voilà, les fossiles ils sont cassés et ils ont pu se casser de 1000 façons différentes. Mais ça on en a parlé dans une autre vidéo déjà, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais les os ont pu se casser de 1000 façons différentes. Et puis dans l'absolu, ça veut aussi vouloir dire que Lucie était très mauvaise à vivre dans les arbres vu qu'elle s'est pété la gueule. Et évidemment les ichthyosaures qui accouchent, c'est pareil, hein. Les ichthyosaures qui accouchent, c'est
aussi une thanatocénose, hein. Ça ne veut pas dire que forcément les ichthyosaures accouchaient quand ils étaient vivants. Ça peut aussi vouloir dire qu'ils étaient très mauvais du coup à accoucher, donc à donner vie sans pondre d'œufs. Donc voilà, il faut faire très attention aux interprétations qu'on fait. Alors après, je dis pas que ça veut dire que les ichthyosaures donnaient pas vie à des petits enfin, n'étaient pas vivipares, enfin ovovivipares. Je dis pas que ça veut pas dire que les ichthyosaures n'étaient pas ovovivipares, et je dis pas que ça veut dire que Lucie n'était pas arboricole. Je dis juste qu'il faut se méfier, voilà, et que les choses peuvent être interprétées de façon différente, en particulier quand il s'agit de la façon dont les fossiles sont agencés. Voilà. Si vous n'avez pas une posture de vie fossilisée, ou si vous n'avez pas par exemple des empreintes ou des crottes, qui sont pour le coup des fossiles qui ont été faits par des animaux vivants, c'est difficile d'interpréter les fossiles. Interpréter un squelette, c'est interpréter un animal mort. Interpréter des empreintes, c'est interpréter les restes d'un animal vivant. Donc il vaut mieux se baser sur les empreintes quand on veut faire des hypothèses biologiques plutôt que sur des squelettes. Donc là, voilà, vivre en troupeau, c'était surtout ça. Là, les célophysistes, ils sont en troupeau, et ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, ils ne disent pas qu'ils ont chassé en troupeau, mais qu'ils se sont rassemblés pour profiter d'une même carcasse. Ce qui pour une fois est un peu plus prudent, et puis ça change, voilà, de dire on sait qu'à Ghost Ranch ils ont été retrouvés ensemble, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vivaient en troupeau, voilà. C'est comme tout à l'heure, on a vu le Postosuchus qui n'a pas bouffé systématiquement les Placerias juste parce qu'il les avait devant le nez. Voilà, les carnivores, c'est pas juste des monstres à chasser, les carnivores, ils ont aussi une vie à côté du fait d'être carnivores. Et donc, ouais, ça, c'est notre fameux crâne de Postosuchus qui ressemble à rien. Le voilà, quoi. Je veux dire, là, en plus, on a une nouvelle perspective dessus. Là, attendez, je vais essayer de le remettre. Je vais essayer de le remettre, là, parce qu'on a une nouvelle perspective dessus. On voit un petit peu mieux de quoi il a l'air. Voilà, là on voit bien narine, fosse antéorbitaire, orbite. Où est le reste? Voilà. On peut comparer à Postosuchus skull. Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, qu'est-ce qu'on regarde là? Qu'est-ce qu'on regarde? La narine, fosse antéorbitaire, orbite, narine, fosse antéorbitaire, orbite. En plus, la forme est même pas bonne, quoi, je veux dire. Donc on a bien la crête là sur le dessus, ça je suis d'accord. Mais après le reste, c'est aux fraises, hein. C'est aux fraises totales. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'était tellement simple de prendre un moulage d'un crâne de Postosuchus. Pourquoi vous avez fait ça, quoi? Pourquoi vous avez fait ce crâne dégueulasse? Je ne comprends pas. Les dinosaures résistent mieux à la sécheresse que d'autres reptiles. Ils savent économiser l'eau de leur corps. Alors les dinosaures savent économiser l'eau de leur corps. Alors je suis d'accord, tout à l'heure on a vu le Postosuchus en train de pisser des flots de pisse assez ahurissants. C'est vrai que dans un contexte de climat aride, ça semble un peu con de balancer des litres de flotte. On peut imaginer que Célophysis avait déjà une pisse ultra concentrée comme celle des oiseaux, voilà, qui pissaient des cristaux durés, vu que techniquement ils sont... Hop, je m'épose parce que là il y a un truc intéressant qui se passe. Vu que techniquement ils sont plus proches des oiseaux que ne l'est Postosuchus, ça pourrait être le cas, mais bon c'est pareil, encore une fois, on nous dit pas d'où ça sort, on nous dit pas pourquoi, on nous dit même pas en quoi Célophysis serait plus adapté à la sécheresse. Je veux dire, tout ce qu'on voit c'est un petit animal hyperactif, je suis désolé, mais un petit animal hyperactif c'est pas forcément plus résistant à la sécheresse, quoi, hein. C'est pas ça qui le rend plus résistant à la sécheresse. C'est probablement la qualité de son urine. Donc là, ça aurait été intéressant justement de voir à quoi ressemblait l'urine de Célophysis comparée au karcher de pisse que nous a fait le Postosuchus tout à l'heure, quoi. Mais c'est clair que la quantité de pisse que a balancé Postosuchus, c'est pas vraiment cohérent avec le fait qu'il vit dans un climat aride. Donc là, on voit Célophysis en train de manger ses petits, et ça vient justement du gisement de Ghost Ranch. Donc le gisement de Ghost Ranch, je pense que si
si je mets juste Ghost Ranch Cannibalism, oups, mal écrit, j'ai mal écrit cannibalisme, mais voilà, ils vont peut-être nous montrer justement un de ces corps de Célophysis qui contient, dans sa cage thoracique, qui contient un bébé Célophysis. Et donc ça, ou peut-être pas, si, voilà. Donc là, il y a un Célophysis qui contient un petit Célophysis à l'intérieur, je ne suis pas sûr. Mais bref, c'est de là que ça vient, hein, l'idée que les Célophysis étaient cannibales. Ça vient du gisement de Ghost Ranch. Donc Ghost Ranch, d'ailleurs, qui se situe... ouais, Ghost Ranch, d'ailleurs, c'est intéressant. Enfin, ça a été remis en question, évidemment, le fait que, voilà, c'est ce fossile-là, voilà, c'est ce spécimen-là qui contient des restes d'un petit Célophysis. Alors, apparemment, ça a été contesté et certaines personnes disent que en fait, c'est un crocodilomorphe et pas du tout un Célophysis. Donc, ce serait un bébé crocodilomorphe, un bébé proche parent des ancêtres des crocodiles, voilà, qui se serait fait bouffer par un Célophysis et pas un bébé Célophysis, en fait. Bon, c'est discuté. Mais ceci dit, au moins, il y a des preuves. C'est dommage de ne pas les montrer, mais au moins, il y a des preuves de ça. Sujette à interprétation comme toute forme de preuve. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir où Ghost Ranch est situé. Parce que je vous rappelle, c'est censé se dérouler en Arizona, cet épisode sur la Terre des dinosaures, là. Alors que Ghost Ranch, ça se situe au Nouveau-Mexique. Voilà. Donc en plus, c'est même pas genre... Je veux dire, sachant que l'épisode est principalement basé sur l'Arizona, pourquoi... Enfin, sachant que cet épisode est principalement basé sur Célophysis, pourquoi ne pas parler du Nouveau-Mexique? Justement, pourquoi ne pas se faire dérouler l'action à Ghost Ranch, justement? Je sais pas. C'est encore une drôle d'idée, j'ai envie de dire. Mais bref. Donc voilà, on voit du cannibalisme, et puis pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas, après tout, il y a des preuves, pour une fois, il y a des preuves. Ça aurait été intéressant, justement, de les montrer. Ou encore une fois, de les évoquer, voilà, dans les commentaires. Donc là, on voit un cynodonte en train de chasser, et il chasse pendant la nuit. Donc je rappelle qu'à cette époque-là, il y avait surtout des tritylodontidae en Amérique du Nord, donc, enfin en termes de cynodontes, donc pas des carnivores. Mais l'idée en fait de montrer le petit cynodonte en train de chasser pendant la nuit, c'est pour anticiper l'évolution future des cynodontes en mammifères. C'est-à-dire que les premiers mammifères, ils sont passés par ce qu'on appelle le nocturnal bottleneck, donc un mode de vie nocturne qui... Alors, l'image classique, c'est le mammifère, le petit mammifère nocturne qui survit aux dinosaures parce qu'il est nocturne et tout petit et qui du coup vit à l'ombre des dinosaures discrètement attendant son heure. Voilà. Donc et là, c'est typiquement ce qu'ils veulent montrer là, c'est du foreshadowing en fait de ce que va devenir l'évolution des mammifères pendant le reste du règne des dinosaures, non aviens évidemment. Voilà. Alors là, big up au réalisateur qui a probablement soit attendu qu'il y ait une vraie flash flood qui se déclenche, soit ramené une énorme citerne pour faire une inondation. Mais là, du coup, c'est pas des images de synthèse, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ils se sont quand même donné les moyens de simuler une inondation rapide. Et oui, qui n'est que de 3 œufs du coup, parce qu'ils n'avaient pas encore découvert le Cayentatherium et ses 32 petits, hein, voilà. Bon, voilà, à l'époque ils ne pouvaient pas savoir, donc... C'est aussi le problème de ces choses-là, dans ces documentaires-là, c'est qu'ils vous montrent des choses, mais comme ils ne les justifient pas, ça ne permet pas de savoir si les informations sont à jour ou non. Alors, tu peux toujours regarder ça en te disant, bah oui, c'est bien, c'est ça, c'est l'idée. Et puis en fait, non, pas forcément, tu vois. Genre le pire, c'est je sais plus dans quel épisode de la Terre des Géants où on voit un thérocéphale venimeux en train de buter un lystrosaure. Or, le seul thérocéphale venimeux qui ait jamais existé, enfin pour lequel on a des preuves robustes qu'il était venimeux, c'est Euchambersia. Et Euchambersia, il vivait au Permien, alors que l'Lystrosaurus, en tout cas les Lystrosaurus qui montrent, ils vivent au Trias, donc c'est des grosses conneries, voilà. Mais c'est pareil, comme ils vous disent pas ce qu'on regarde, et ben prout, voilà.
on comprend rien. Voilà, c'est juste purement et simplement faux et on peut pas se... Il n'y a aucun moyen de le vérifier. Ah là, le platéosaure, alors plutôt sympa le platéosaure, puisqu'il le montre capable de se dresser sur ses pattes de derrière, ce qui était probablement le cas, mais platéosaure, on sait aussi par les empreintes, notamment les empreintes de Grande Combe, hein, dans le sud de la France, qu'il se baladait sur quatre pattes, essentiellement, mais qu'il était quand même capable mais morphologiquement, il n'était pas impossible qu'il puisse se redresser, puisqu'on sait qu'il a des proches parents comme Masson Spondylus, qui était même franchement bipède. Donc, et puis là l'idée de montrer ces platéosaures qui arrivent et qui chassent les célophysis, c'est de nous faire du teasing pour l'épisode suivant, qui sera sur justement les brachiosaures, les diplodocus et tout ça. D'ailleurs, ouais, oh la vache, l'épisode suivant, il y en aurait des choses à dire sur l'épisode suivant. Mais là, celui-là, il est fini, et j'ai pas l'intention de le faire, l'épisode suivant. Donc voilà. Tiens, je reviens un peu en arrière, parce qu'évidemment, on a eu ce magnifique plan là sur les platéosaures, qui se déplacent en troupeau d'ailleurs, mais c'est pareil, je crois pas qu'on ait des pistes d'empreintes de platéosaures qui montrent qu'ils se déplaçaient en troupeau comme ça. Mais alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est pendant le générique. Donc, j'ai vu qu'il y avait le conseiller scientifique qui est passé, et ce petit conseiller scientifique, c'est Scientific Advisor, voilà, c'est professeur Michael Benton, voilà, de l'université de Bristol. Donc c'est pas un illustre inconnu du tout, hein, Michael Benton. Hein. Si vous êtes un enfant des années 80-90, vous prenez n'importe quel bouquin que vous avez lu étant gamin sur les dinosaures, il y a probablement Michael Benton sur la couverture. Sur la couverture ou en remerciement quelque part à l'intérieur ou quoi que ce soit. Michael Benton, c'est probablement l'une des meilleures autorités auxquelles on pouvait faire appel pour ce genre de documentaire. Donc je pense que globalement il a fait un bon travail, que les informations pour l'époque étaient probablement à jour. Par contre, le problème c'est qu'il est directement victime du format du documentaire. C'est que le format docu-fiction mélange complètement les informations scientifiques qu'il a pu amener et les noie dans un jus de fiction qui est impossible de discerner justement des faits scientifiques qu'il a pu amener. Donc voilà, ça a dû être frustrant, j'imagine, pour lui aussi de donner des informations pour au final les voir se faire noyer dans un flot de désinformation, pour le coup de non-information, devrais-je dire, un flot de fiction qui est indiscernable de l'information. Parce que c'est vraiment ça, moi, mon problème avec ces documentaires. C'est que, oui, il y a de l'info, vous avez probablement, là, pendant la demi-heure que ce reportage a duré, vous avez probablement l'équivalent de 5-10 minutes de bonne information. Et c'est pour ça que je préfère YouTube, je préfère regarder une vidéo YouTube qui me donnera ces 5-10 minutes d'information brute, cash, droit dans ma tronche, et sans concession, plutôt que de regarder 30 minutes de ça, voire 35 minutes en tout, je ne sais pas combien ça a duré, mais voire 35 minutes de ça, et pas savoir démêler le vrai du faux, quoi. Là, je me suis littéralement tapé entre 20 et 25 minutes de fiction. Voilà, il y a 20-25 minutes de trucs qui servent à rien. Et si seulement ça servait que à rien, et ça servait juste à faire joli, je vous dirais ok, j'accepte. Sauf que c'est pas ça. Le problème, c'est que ça sert pas qu'à faire joli, insidieusement, ça cache la bonne information, parce que du coup, on ne sait pas ce qui est le fait et ce qui est la fiction. Donc voilà, et c'est pour ça que je déteste faire des débunkages de reportages comme sur la Terre des dinosaures, parce que ça ne sert à rien, voilà. Ça ne sert à rien. C'était pareil pour Premier Homme, voilà. Et puis on va me dire, va voir le... Je sais bien, on va me dire, va voir le making-of. Voilà, va voir le making-of. Le making-of, ils expliquent tout ça, ils expliquent d'où sort telle information, d'où sort tel machin, parce qu'on me l'a fait pour Premier Homme. Hein, Premier Homme, va voir le making-of est vachement mieux, ils expliquent tout. Bah, je suis désolé si le making-of il est vachement mieux que le documentaire, c'était ça qui aurait dû être le documentaire, pas le making-of, voilà. Si le making-of est plus intéressant que le documentaire, bah, appelez le making-of un documentaire, voilà. Parce que ça suffit. Surtout que le making-of de Premier Homme, en l'occurrence, il suffit de 2 minutes avant qu'il vous montre une image d'Australopithecus sediba où ils écrivent en gros dessus Homo naledi.
Donc même les making-of sont pas dépourvus d'erreurs. Parce qu'évidemment, les making-of sont faits un peu plus par-dessus la jambe que le documentaire lui-même, évidemment, vu que moins de monde va les regarder et que, bon, voilà, c'est juste un petit bonus, le making-of. Hein. Donc bon, voilà, donc oui, peut-être que dans le making-of, ils expliquent, mais je suis désolé, le making-of, c'est pas le produit fini. Hein. C'est comme Prometheus, hein. S'il faut que j'aille voir les bonus du Blu-ray pour comprendre le film, bah le film est mauvais. Bah là c'est pareil. S'il faut que j'aille voir les bonus du Blu-ray de Sur la Terre des dinosaures pour comprendre ce qu'il voulait dire, bah je suis désolé, mais non, c'est que le documentaire est mauvais. Voilà dans quel état vous me mettez, vous me faites comparer Sur la Terre des dinosaures à Prometheus. Vous êtes content? Bon. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau débunkage et pénitence et une nouvelle heure de souffrance. Merci à tous. Non, en fait, je vous remercie pas. Tiens, et puis pour la peine, je vais aller voir Knock Knock avec Keanu Reeves. Voilà, au moins, ça va me détendre. Je vous déteste. Ciao.